Bonjour, vous écoutez le podcast Dessine-moi le monde de demain. À l'occasion de la 2e journée internationale du Petit Prince, nous donnons la parole à celles et ceux qui créent notre futur. Explorateurs, comédiens, activistes, entrepreneurs. Toutes et tous partagent la même ambition. Inspirer le vent du renouveau et œuvrer ensemble pour le monde de demain. Coucou, moi c'est Camille Etienne, j'ai 22 ans et je pense que je me définirais juste comme une activiste pour la justice sociale et climatique parce que les deux sont très liés. Et donc j'essaie un peu d'impacter, que ce soit, je dirais qu'un tiers de ce que je fais, c'est d'impacter aussi le monde politique, les élites économiques et politiques pour les former sur ces sujets d'environnement. Un autre tiers qui est de vulgariser la connaissance scientifique dans les grands médias et sur les réseaux sociaux, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'état d'urgence dans lequel on est, et envie ensuite d'agir. Et là, c'est après la troisième partie qui est plutôt d'essayer de créer des mobilisations, de donner aux gens des moyens d'action concrets pour impacter le monde un peu mieux. Et des fois, je le fais un petit peu à travers l'art. Voilà, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés avec Félix. La grande classe. Moi, je m'appelle du coup Félix Radu, je suis auteur-comédien. Je travaille autant sur la scène, au théâtre, au cinéma, quand je décroche des rôles. Et puis j'écris aussi pour le moment un roman. Et j'ai rencontré Camille Etienne par mon travail, effectivement, parce que j'ai fait des chroniques radio il n'y a pas très longtemps. Et on a eu l'occasion de se rencontrer autour d'un texte qu'elle écrivait. Je me rappelle plus exactement le thème, mais c'était la bascule. Je me rappelle de ce mot. C'est vrai, c'est la désobéissance. La désobéissance. Et oui. Et tiens, d'ailleurs, en parlant d'écologie, petite transition de trouver, est-ce que c'était pas stylé ? Non, qu'est-ce que ce serait pour toi l'écologie positive ? Pour moi, en fait, t'incarnes l'écologie positive. Genre, non, c'est vrai. Genre, en fait, l'écologie dans l'esprit collectif, je crois, a gardé un peu cette notion négative de perdre quelque chose ou d'astreignant, de compliqué. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a comme une voix qui s'élève, une voix très jeune, dont pour moi t'es le symbole. Après, chacun a le sien, mais qui est de dire non, changer, c'est pas forcément perdre. Et on a tout à gagner dans ce changement et dans ces nouveaux choix à faire. On a tout à gagner. Et donc voilà, pour moi, c'est ce que ça peut représenter, mais tu seras peut-être plus complète que moi. Merci, c'est trop gentil. Non, mais c'est vrai que l'écologie positive, en fait, je sais pas trop comment le dire, dans le sens où il y a, qu'on le veuille ou non, en fait, il y a une réalité qui est on perd des choses. Enfin, qu'on décide de le voir ou non, qu'on décide d'agir ou non, qu'on décide d'être à la hauteur, de prendre nos responsabilités ou non, manifestement, notre mode de vie entraîne une disparition d'espèces. On est en train de vivre ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Et donc, on perd des espèces à un rythme plus élevé que pendant la 5e extinction de masse. Enfin, c'est assez impressionnant. C'était au moment des dinosaures dont on nous parlait quand on était enfant. On est en train de vivre ça. En fait, on se rend pas compte. Mais c'est assez dingue. On a perdu en gros 68% des animaux vertébrés. Donc, c'est tous les animaux qu'on connaît plus facilement. Ça fait pas plaisir de l'entendre. Mais après, c'est se dire... L'écologie, à la base, c'est aussi se dire comment est-ce qu'on habite le monde. Et c'est donc comment est-ce qu'on habite entre êtres humains. Donc c'est beaucoup plus large que juste dire je trie mes déchets et je fais du vélo au lieu d'aller en voiture. Enfin, c'est vraiment un truc de se dire, dans tous les cas, notre mode de vie a entraîné des pertes. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ralentir ça, pour recréer des écosystèmes, restaurer les écosystèmes, pour repenser notre manière d'être au monde. Et ça peut être mieux, en fait, dans le sens où il y a une partie inéluctable, inexorable, qui est due à une inertie. En gros, pour le faire très court, il y a le gaz à effet de serre, tous les gaz à effet de serre, donc on parle beaucoup du CO2, mais il y en a plein d'autres. Le protoxyde d'azote et plein de trucs avec des noms assez rigolos. Et en fait, c'est une durée de vie dans l'atmosphère assez long. Et donc, dans tous les cas, même si on arrêtait de respirer, le climat continuerait à se réchauffer, les glaciers continueraient à fondre. Donc, il y a une partie inexorable, donc on va devoir aussi s'adapter. Mais pour moi, ce qui est positif là-dedans, c'est de se dire que il faut complètement changer de paradigme. Quand on dit, mais ok, par exemple, je perds de la liberté en ne pouvant plus avoir de terrasse chauffée ou en ne pouvant plus manger mon steak tous les jours si jamais on décide qu'il y a des lois qui interdisent ça, en fait, on refuse peut-être cette liberté-là, mais on accepte la liberté de tous d'avoir accès à un air pur, d'avoir accès à l'eau potable, de pas devoir partir de chez eux parce qu'il y a une montée des eaux immense. Et donc, en fait, c'est se poser la question, ok, mais de quelle liberté on parle en fait, de quelle égalité on parle. Donc c'est pas forcément perdre des choses, parce que de fait on perd des choses, et je pense que c'est aussi la notion de privilège qui est importante là-dedans, c'est de se dire que ça nous paraît être punitif, être quelque chose, avec les mesures écologiques nous paraissent être quelque chose qui nous enlève
notre liberté, mais c'est parce qu'elle enlève des privilèges, dans le sens où c'est une petite partie de la population, en l'occurrence au niveau français, 10% des plus riches, qui émettent la moitié des émissions de gaz à effet de serre, alors que ceux qui aujourd'hui vivent les conséquences du réchauffement climatique, qui vivent près des usines, qui ont des problèmes de respiration, qui sont obligés de partir de chez eux, etc., c'est des plus précaires. Et donc oui, en fait, pour finir, l'écologie positive, pour moi, c'est se rendre compte qu'on peut aussi dire oui à un monde un peu plus joli, en fait, et qu'on se rend pas compte que qu'est-ce que ça donne, un monde dans lequel tout le monde met tout son temps, toute son énergie dès maintenant pour travailler un monde meilleur. Et ça veut peut-être dire quelque chose un peu plus juste, un peu plus beau. Donc c'est se battre pour ça. C'est se battre pour ça. Et je pense que on devrait changer aussi notre vision de l'écologie parce que ça libérerait pas mal de gens de l'inaction. De se dire que cette espèce d'égo-anxiété, de ce truc qui nous angoisse quand on commence à apprendre qu'on est dans la merde, enfin, pardon de dire comme ça, mais genre que c'est compliqué. Ce qui nous attend et ce qu'on est en train de vivre, et ça donnerait peut-être plus envie d'être dans l'action et du coup de se dire qu'on peut faire quelque chose de mieux. Et donc du coup, ça libérerait aussi parce que le fait d'agir donne beaucoup d'espoir et donne beaucoup de confiance, quoi. Donc, c'est voilà. clair. La situation, comme vient de l'exposer Camille, elle est clairement, en fait, elle fait peur à tout le monde. Le climat, toute cette question climatique, elle nous effraie tous et elle est très culpabilisante parce qu'on se sent très impuissant. Et comme le dit Camille, en fait, ça part d'une action très personnelle. Dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on se met en action, il y a comme quelque chose de réjouissant qui s'en dégage parce que, par exemple, pour parler personnellement, moi, j'ai arrêté de manger de la viande. Je suis devenu végétarien. Et quand je regarde des documentaires qui dénoncent les violences d'abattoirs ou comment est-ce qu'on appelle ça, la pollution que ça peut engendrer, je me sens totalement léger. Et je me sens en paix avec ça. Et je suis trop content parce que ce que ça dénonce, je suis dans cette mouvance. Et je suis dans ce OK, en fait. Moi, je suis pour le progrès, ça va avancer. Et c'est en ça où c'est pas un combat triste. C'est pas parce qu'on est en train de dire il faut changer que ça va être triste. Et j'ai un peu cette métaphore qui m'est venue quand tu parlais de quand t'arrêtes quelqu'un au bord de la route parce que tu vois arriver une voiture. En fait, ça peut paraître violent pour la personne qui a pas vu la voiture que quelqu'un l'attrape et le stoppe d'un coup. Et il peut se dire mais pourquoi tu m'arrêtes ? Moi, je suis pressé. Oui, t'es pressé, mais moi, j'ai vu une voiture. Et en fait, c'est ça, il faut comprendre que là, maintenant, les changements qu'on demande et qu'on est quand même en train d'exiger de plus en plus, qui sont des changements qui peuvent paraître relous, effectivement, de pas chauffer sa terrasse ou de limiter les trajets en avion, ça peut paraître astreignant, mais c'est pour éviter plus tard une claque qui, elle, sera pas humaine. Elle sera pas conciliante, elle sera pas faite bienveillante. La nature, elle va nous mettre une prise de judo, mon pote. L'humanité, elle va se retrouver sur le tatami. Ça va être terrible. Puis on n'arrête pas de dire on va sauver la nature, il faut sauver la nature. À vrai dire, on se trompe dans cette formulation parce que la nature, elle s'en bat la race de nous. Qu'elle soit désertique ou non, ce sera quand même la nature. En fait, ce qu'on est en train de sauver, c'est les gens, c'est nous. Et si on veut un minimum pouvoir bouffer un bout de steak une fois par semaine, longuement, il va falloir qu'on le fasse en fait. Parce que si tu décides que ton bonheur, c'est même pas du bonheur en fait, on confond le bonheur et le plaisir. Si tu veux que ton plaisir quotidien perdure, il faut le limiter dans le temps. C'est un peu la conception du plaisir mesuré, carpe diem, qui était déjà pensé en Grèce à l'époque. Donc c'est pour vous dire que c'est pas nous qui l'inventons. Donc ouais, voilà, c'était ça ma pensée quand tu parlais. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu pouvais impacter et que tu pouvais avoir le pouvoir de changer les choses, Camille ? En fait, on sait jamais totalement dans quelle mesure on change les choses. Je pense que c'est une vision où tu as l'impression, des fois, il y a des gens qui vont te dire ah mais waouh, j'ai vu telle vidéo ou ta discussion m'a permis vraiment, ou ça y est, j'ai eu un déclic et ça m'a permis de faire ça. Je reçois souvent des messages de gens qui me disent ça en mode en fait, c'est grâce à toi que j'ai... En vrai, non. Enfin, t'es juste, à un moment donné, une pièce... tu vas réveiller un truc qui existe depuis longtemps chez les gens, qui est le fruit de réflexions, de rencontres, de claques qui sont prises, de chemins de vie. Et toi, tu vas juste, à un moment donné, être la pierre ou la dernière rencontre qui fait qu'ils passent le cap. Donc, et à l'inverse, il y a des gens pour qui ils vont être hyper réfractaires sur le moment, et en fait, ça va les marquer. Des proches, par exemple, à qui tu vas parler, tu vas avoir des sujets un peu tendus. Moi, ça m'arrive d'avoir des sujets tendus sur l'avion, notamment. Et en fait, derrière, sur le coup, ils peuvent très mal le prendre, mais tu sais que si 2 ans après, ils arrêtent de prendre l'avion, un truc comme ça, c'est aussi parce que la discussion que tu as eue ou les réflexions que vous avez partagées les ont impactés d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est très difficilement quantifiable. Mais qu'est-ce qui t'a mis en mouvement ? Quelle a été ta pièce à toi ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a... Mais en fait, oui, ce que j'ai, c'est qu'à la fois, on sait pas trop, et à la fois, du coup, ça peut paraître décourageant, parce qu'on peut se dire, mais non, mais ça marchera jamais et tout. Et en même temps,
on a vraiment besoin que tout le monde le fasse. Donc moi, je réfléchis pas trop en termes d'impact. Enfin, je réfléchis pas trop en mode il faut que j'ai le plus de gens possible qui me disent cool, grâce à toi, il s'est passé un truc. Mais c'est surtout un besoin. En fait, c'est un truc dans le ventre qui fait que si t'as un niveau de connaissance sur l'urgence et que t'es assez sensible ou même trop sensible au monde, tu peux pas ne rien faire, vraiment. Moi, c'est genre vital, en fait. C'est genre un cri de vie, quoi. Et du coup, c'est un peu devenu comme ça. Et quand je me suis rendu compte qu'en effet, ça pouvait marcher, c'est quand il y a d'autres gens qui m'ont dit, tes mots m'ont fait du bien parce que c'est ce que j'avais en fond de moi et qui était pas très confortable. Et le fait de le verbaliser, là, je pense que c'est là où on se rejoint Félix, c'est que de pouvoir de l'art, des mots, peu importe quelle forme que ce soit une chanson, que ce soit un texte, que ce soit, quand tu dis putain, mais c'est exactement ça que je ressentais, en fait, si j'avais besoin de ça, ça fait du bien et du coup c'est très cathartique. Et donc moi c'est vrai que ça a plus été là où j'ai senti que je pouvais changer des choses chez des gens. Et après, c'est plus personnel, mais c'est plus les rendez-vous que j'ai avec les décideurs politiques, etc. Où là, concrètement, quand il y a après une députée qui nous dit j'ai retiré mon nom sur un amendement très précis, ou quand il y a un chef d'entreprise qui, je sais pas, là, il y avait la PDG de Aigle, qui est une grande marque de vêtements, qui est partie du MEDEF pour aller au Mouvement Impact France, qui est en gros plein d'entreprises qui essaient d'être dans la transition. C'est moi qui les ai mis en contact et c'était suite à nos discussions. Donc là, c'est très concret et tu dis cool, ok, j'ai un peu impacté le monde. Mais encore une fois, c'est très mouvant tout ça, quoi. Et toi, du coup? Moi, quand est-ce que je m'en suis rendu compte Moi, je pense, alors ça va paraître terriblement bête, mais je crois que quand j'étais petit, j'avais un peu l'âme révolutionnaire. J'aurais aimé rejoindre une lutte ou un combat, tu vois, qui soit clair et net et rejoindre les gentils, tu vois. J'ai toujours eu envie de niquer l'injustice, tu vois. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que tout était terriblement nuancé, que c'était très compliqué de pouvoir mourir pour une cause, parce que souvent les causes ne méritent pas qu'on meure pour, il faut plutôt vivre pour. Donc j'ai toujours agi de manière à me sentir droit dans mes bottes et bien. Et toutes les actions que j'ai faites pour le climat, par exemple, ce sont des actions que j'ai fait personnelles, qui n'impactaient personne. C'est-à-dire que je demandais à personne de changer son menu pour moi. Je m'adaptais parce que je me considérais que c'était mon choix personnel. Et c'est en commençant à faire de l'art, en commençant à faire du théâtre, que je me suis rendu compte que le discours politique ou le discours tel qu'il est pur est inaudible pour la plupart des gens, parce que c'est trop culpabilisant, parce que c'est trop gros, parce que c'est trop loin, parce que c'est trop lointain, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, parce qu'il y a des catastrophes qui se passent loin et comme on les voit pas, on s'en bat un peu la race. Et c'est de se dire que grâce à l'art, qui est l'art du récit, de raconter, c'est un peu la chute de la fable de La Fontaine. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Et c'est un peu ça. En devenant artiste, en commençant à monter sur scène, j'ai réalisé la puissance que ça pouvait faire de raconter des histoires. Et je me suis dit, ces histoires-là, il faut qu'elles défendent des belles idées. Qu'elles soient des idées de fraternité, d'amour, et du coup d'écologie, de monde meilleur qui va vers un progrès, vers un haut, qui nous tire, qui nous allume, qu'on sorte de salle avec le cœur qui bat grandement, quoi. Que ce soit allez, quoi, genre que les gens ils sortent et qu'ils aient envie de bouffer un livre, d'embrasser la personne à côté d'eux, qu'ils aient envie de sauver le monde, quoi. Et c'est un peu ça. C'est un peu bébé, mais c'est sauver le monde. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'est quand j'ai commencé un peu à être reconnu pour mon travail. J'ai rencontré Camille, du coup, on a eu des grandes discussions autour de verres de bière, et j'avais un peu un discours pas pessimiste, mais j'avais un discours un peu de le monde a une direction, il l'a pris, et quoi que je fasse, ça ne changera pas. Et Camille m'a un peu réveillé l'enfant qui était en moi, elle m'a dit mais tu te rends pas compte à quel point, genre, si on s'unit, si on se bouge le cul, il y a plein de choses qui se mettent en place, et il y a plein de choses qui se font. Et on a beaucoup échangé sur un tas de sujets. Elle m'a fait éteindre des magasins, chose que je n'avais jamais fait. Elle m'a fait éteindre des magasins. Le jour de son anniversaire, est-ce que... On a éteint des magasins. Alors, je tiens à préciser que ça ne casse rien, évidemment. On n'abîme aucun matériel et c'est pas du tout ce qu'on préconise. Mais ça, c'est-à-dire qu'il y a des boîtiers au-dessus de certaines vitrines qui nous permettent juste, par un interrupteur, d'éteindre les vitrines parce qu'ils n'ont pas le droit de les allumer. Et c'est bête, mais c'est terriblement réjouissant de se dire, hey, ça passe par là aussi. On vend les étoiles à la nuit. Pour voir les étoiles, ça me manque terriblement. Et surtout dans Le Petit Prince, c'est ultra important, les étoiles. Et puis pareil, pour les tenues vestimentaires que je porte, par exemple, c'est bête, mais quand j'ai commencé à être approché par des marques, je me suis dit, ok, ça a l'air trop cool, parce que je peux avoir tous les vêtements que j'aime, tous les vêtements que je veux, mais est-ce que c'est l'image que j'ai envie de renvoyer ? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de poser comme
acte dans l'histoire. Non, ce que je veux, c'est défendre des belles idées, des belles démarches, des belles valeurs. Donc j'ai demandé à Camille qu'elle me redirige, qu'elle me conseille, et elle m'a fait rencontrer 2 jeunes femmes formidables qui tiennent entre mains, qui font revivre le seconde main de manière très jeune, très dynamique, très sexy, faut le dire. Et du coup, voilà, maintenant, je m'habille avec du seconde main beaucoup. Et puis, je me renseigne sur toute autre démarche qui peut aider, quoi. Comme disait Félix, ce que toi tu fais sur l'amour aussi, un peu de réenchanter tout ça, je pense qu'on a un peu honte d'imaginer qu'on peut faire des choses, quoi. Il y a un peu eu ce dictat du fatalisme, enfin c'est ce dictat du c'est trop compliqué, et même avec la pandémie, je trouve qu'on s'est rendu compte aussi de ça, c'est que on nous dit, moi, l'excuse qu'on me donne tout le temps, c'était c'est trop compliqué, tu comprends pas, c'est une grosse machine, on peut pas arrêter, on peut pas, un peu en mode c'est trop tard, mais ça a pas toujours été comme ça. Enfin, je veux dire, même sans rentrer dans des détails trop techniques, mais le capitalisme, c'est très récent dans l'histoire de l'économie. Quand on recule, en réalité, il y a plein de choses qui n'étaient pas comme ça avant. La production de plastique, mais il y a 50 ans, il y avait pas de plastique. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement récent. Maintenant, on fait comme si on pouvait pas faire autrement, mais il y a plein de gens qui ont vécu autrement à un moment donné et ça marchait. Donc l'idée, c'est pas forcément de revenir en arrière, mais c'est de comprendre que on peut aussi inventer autre chose et que le monde, il est fait pour évoluer. Et je trouve que c'est assez dur, mais là j'écris pas mal sur les générations. Et il y a plein de gens qui ont peur un peu que en fait, vu qu'on met beaucoup en question le monde, ce qu'on appelle le monde d'avant, en leur disant, ça va pas, vous avez fait n'importe quoi, etc. Il faut vraiment qu'on change. Ils ont un peu l'impression qu'on attaque leur ego et qu'on dit, mais vous vous êtes plantés, vous êtes nuls, vous avez rien compris. Mais pour moi, c'est s'agrandir et dire que bousculer leur monde à eux, bousculer ce monde-là, c'est pas le faire disparaître, c'est juste le faire évoluer, et ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de l'histoire. C'est un peu le principe, c'est toujours on se ressaisit des trucs, on se ressaisit de l'histoire et on en fait quelque chose avec l'énergie de la génération qui vit en ce moment, quoi. Et quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et là, nous, il se trouve qu'on se prend une énorme urgence écologique et sociale et sur la tête, et on a envie d'étirer ces combats, quoi. On a envie de les faire aller plus loin. Et pour revenir juste avec le petit lien avec la pandémie, moi, c'est vraiment ce qui je pense, qui a permis aussi, peut-être, j'espère, à d'autres gens de réaliser que, je dis pas que c'était bien, que c'était facile, tout le monde a vraiment énormément galéré, mais on a agi dans le sens où, je sais pas du tout, je suis pas épidémiologiste, donc je vais pas dire super les mesures ou alors ça allait pas du tout. Ce qui est certain, c'est il y a eu des mesures extrêmement concrètes, on les a vues sur nos vies, plus que jamais. Enfin, on a, d'un coup, en 24 heures, 1000 avions au sol, on pouvait plus sortir de chez nous, on a vécu des trucs forts. Enfin, l'État a vraiment pris des mesures en mode il y a une menace qui pèse sur les plus précaires d'entre nous, donc on agit. Et là, à l'inverse, quand on a une urgence environnementale, on voit bien qu'en fait, on donne l'excuse, on peut pas faire autrement. Mais si, on peut. En vrai, à un moment donné, si on a envie, si on prend la mesure d'urgence, on peut faire quelque chose. Donc moi, me rendre compte de ça, ça m'a aussi donné envie de me bouger pour impacter encore plus le monde et dire, ok, il y a quand même vraiment une question de volonté aussi derrière. Donc nous, en tant que citoyens, on peut influencer, et peut-être je finirai là-dessus. Quand on vous dit ça sert à rien ce que vous faites, d'être dans la rue, etc., que c'est que des élites très déconnectées, les entreprises, c'est un graphique d'offre et de la demande, c'est la base de l'économie. On est la demande. À un moment donné, si on n'achète plus rien, si on boycotte, si on fait du bashing sur des marques qui exploitent des Ouïghours et qui sont pas du tout éco-responsables, etc., à un moment donné, elles vont disparaître. Enfin, c'est certain. Elles pourront pas inventer des clients. De la même manière, s'il y a plus personne qui vote pour des candidats qui prennent pas l'agence au sérieux, ou qu'il y a beaucoup trop de contestations, etc., eux, ils regardent aussi les instituts de sondage, ils regardent l'état de la population, ils prennent des lois en fonction de ce qui se passe. Et sinon, ils flippent de pas se faire réélire. Donc, on a quand même un pouvoir, faut pas l'oublier. Et une fois qu'on a pris conscience qu'on pouvait avoir du pouvoir et que le pouvoir, c'était un peu soit on le prend, soit on le laisse aux autres, mais c'est pas quelque chose qui vient à nous, quoi. C'est quelque chose dont il faut se saisir. Je pense qu'après, on n'a plus qu'envie d'agir. Oui. Puis en plus, le climat est la question de tous. Aujourd'hui, on a tendance à la laisser aux politiques en se disant qu'ils vont la gérer, mais le problème, c'est que la politique, c'est tellement une minuterie avec tous les engrenages qu'ils ont un peu pieds et mains liés dans une sorte d'élan pris avec les années, alors que, pour preuve, la Convention citoyenne... nous, les gens simples, normaux, qui faisons notre vie, notre petit travail, en fait, on est capable d'avoir de très bonnes idées, on est capable de les défendre et de comprendre totalement les problématiques qu'on a tendance à nous faire croire qu'on n'est pas suffisamment
dans ce monde-là, ou renseigné, ou capable de les comprendre. Pas du tout. La Convention citoyenne, c'est la preuve que n'importe qui, quand il prend le temps et qu'il a les bons éléments en main, de donner les bonnes solutions et de proposer des vraies réponses qui peuvent faire avancer le monde dans la bonne direction. Bon, après là, toute en évidence, la Convention citoyenne, elle galère un petit peu à se faire entendre avec le gouvernement. Mais bon, ça c'est encore une autre question, quoi. Donc je vais nous englober dans un nous, ça va être joli. Voilà, qu'est-ce qui nous inspire dans les citations ou dans les valeurs du Petit Prince? Et quel lien on peut en faire avec la démarche écologique? Et donc là, t'attends de moi que j'attends que tu balances tout par cœur les couplets que tu connais pour que je puisse dire mais bien sûr, ça m'a inspiré depuis le jour 1. Il y a des passages que tu connais, c'est certain, et qui peuvent nous éclairer. Et surtout, je viens d'un lycée, mon lycée s'appelait Saint-Exupéry, voilà. Le lycée s'appelait Saint-Exupéry comme Antoine, qu'on salue, s'il nous écoute. Mais il y a la métaphore de base, tu sais, c'est celle du Petit Prince qui est sur sa planète et qui doit arracher des baobabs et faire pousser des fleurs. C'est un peu la métaphore principale, centrale du roman. Et on peut l'entendre de deux manières. On peut l'entendre comme de prendre soin de son monde intérieur et donc de faire en sorte que tout ce qui peut nous retarder dans notre vie ou nous empoisonner, comme la jalousie, la peur, la flemme, l'ennui, tout ça, il faut le gérer de manière à pouvoir faire fleurir les projets, les choses belles qui nous font du bien, l'amour, l'amitié, tout ça. Et on peut aussi l'entendre de manière plus générale et plus globale comme prendre soin de la planète, de la Terre. Et donc, de pas laisser pousser les baobabs, métaphore, qui peuvent donc la faire exploser, la faire imploser. Là, de toute évidence, on parle de certains systèmes économiques, de certaines politiques menées, de certains choix à faire, qui englobent beaucoup de choses, qui pourraient faire exploser notre monde, notre planète, notre mode de vie, et de prendre soin des fleurs. Les fleurs qui, du coup, demandent du travail, parce qu'il faut les arroser, il faut les protéger du vent, comme le dit dans le roman avec un paravent, mais qui, du coup, embellissent et nous font du bien. Donc, ce serait de revenir à des choses saines et des choses à taille humaine. Ce serait ouais, c'est ça. Tu me suis ou pas? Parce que je parle, mais... Je bois tes paroles. Je bois, mais... En fait, ça me donne des idées aussi, en plus des métaphores pour après et tout. Donc, un des liens qu'on pourrait faire, c'est ça, ouais. J'avais écrit, en plus, une espèce de réédition, enfin pour une préface sur l'aspect de la maison commune justement et de à quel point en fait aussi c'est ça, c'est notre maison, c'est notre planète, et en fait réaliser qu'il y en a pas d'autres et que peut-être l'ego qu'on a d'aller sur Mars comme avec Elon Musk et tout qui essaye de faire des trucs un peu fous, on a toujours besoin de croire absolument dans la capacité de l'homme à aller plus loin, à sauver tout, à la technologie de tout sauver. Parfois juste réaliser que que c'est limité et qu'on doit faire avec cette donnée-là, et que qu'on le veuille ou non, il y a des limites planétaires. C'est un phénomène physique qui s'appelle les limites planétaires. Il y en a 9 qu'on peut pas à un moment donné les exploser, les dépasser constamment et faire avec ce qu'il y a. Je pense que ça remet un petit peu d'humilité dans ce combat, et l'humilité c'est marrant parce qu'il vient de humus, ce qui veut dire la terre, et du coup c'est hyper lié à la terre, et en fait je crois qu'il y a vraiment une question d'ego aussi dans ce combat, et lâcher un peu notre ego surdimensionné qui est hyper, enfin la toxicité en tout cas de cet ego qui nous pousse à croire qu'on va forcément tout faire, et que ça je pense que c'est assez intéressant. Il y a vraiment cette dimension là à avoir dans le combat écologique, de ce qu'on dit passer de l'anthropocentrisme où c'est vraiment le monde est centré sur l'homme qui dicte ses réalités à la nature, à être un monde biocentré où on comprend qu'on est juste partie d'un tout, qu'on est en réalité 0,01% du vivant, ce qui est assez ridicule, et que donc on doit composer avec tout ce qui nous entoure, quoi. Moi, je pense que j'ai des restes et des résidus de l'enfant que j'étais qui voulait être astronaute, tu sais. Moi, je suis passionné par tout ce qui est conquête spatiale, etc. Mais effectivement, je trouve ça plus cohérent de vouloir explorer le fin fond de l'univers quand tout va bien ici, que d'être dans une sorte de fuite vers l'avant, ok, on a niqué la planète, mais t'en fais pas, on va aller jusqu'à Mars, puis derrière on va niquer Mars, puis si on y arrive un jour, puis t'en fais pas, on va aller jusqu'à Jupiter, puis on va niquer Jupiter. Enfin, je pense que on doit d'abord refaire son lit, tu vois. Enfin, il faut nettoyer ta planète. Si on ça a révisé merde avant, mais c'était si ça merde ici, ça merdera là-bas, tu vois. Et en plus, en allant là-bas, on va niquer encore plus ici. Donc, enfin, juste effectivement un peu plus de sagesse, quoi. À quoi bon fuir par là, parce que ça sert à rien. On va juste déplacer le problème. Réglons nos soucis à la maison,
en famille, c'est une grande famille humaine, mais genre que chacun dise ce qu'il a à dire, que chacun assume son rôle, et puis derrière, quand tout ira bien, quand on gérera nos ressources, qu'il y aura plus personne qui meurt de faim, de froid, de soif, et ben là, à ce moment-là, on dira ok, allons explorer un petit peu par-delà la maison, ouais. L'événement auquel tu as assisté, qui t'a donné de l'espoir et qui t'a inspiré, et que tu souhaiterais partager, que ce soit un projet, un geste, une histoire ou une anecdote. C'est dur et en même temps, j'aime bien cette question parce que ça te remet dans des bons souvenirs, ça te remet dans des bons moods un peu de... mais j'avoue, qu'est-ce qui m'a inspiré? Mais en vrai, je viens si cliché. Tout est une histoire de rencontre, la vie... Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est vraiment ça. Non mais c'est vrai que moi, c'est vraiment les rencontres qui je trouve sont assez folles parce que c'est des moments sur des chemins ou des discussions où t'as un espèce de si je vais parler de ce qu'on a fait récemment où t'étais venu d'ailleurs, c'était trop cool, à la place à Rio. En gros, à l'Assemblée nationale, il y avait une loi qui était discutée qui s'appelle la loi climat. Et en gros, ce qui se passait, c'est que nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour impacter, je vais pas rentrer dans le débat politique ici, mais juste comment est-ce qu'on peut faire pour impacter cette loi. Venez, on campe tous les jours devant l'Assemblée nationale et on dit à nos députés, venez nous voir, c'est une loi qui concerne notre vie parce qu'elle concerne tout le climat, que ce soit dans les cantines, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on rénove nos bâtiments, comment est-ce qu'on se déplace, tout ça. Et du coup, nous, on a envie de dire des choses parce que vous nous représentez, vous êtes nos élus et nous, on est les gens, donc on a des choses à dire. Et ils ont commencé à venir nous rencontrer, etc. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'était super beau, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui n'étaient pas du tout politisés, qui n'étaient pas engagés. Il y avait des gens de tous les milieux, des voisins qui venaient. Enfin, il y a un peu un truc qui s'est passé qui était trop cool, où du coup, on se ressaisissait de ce qu'était la politique, mais vraiment au sens hyper large, parce qu'à la base, ça vient de police, qui veut dire la gestion de la cité. Et c'était ça, et on se disait, mais en fait, ok, on peut participer à... alors, bien évidemment que concrètement, on n'a pas inspiré cette loi, qu'elle n'est pas à la hauteur, etc., et que ça n'a pas marché dans le sens... la loi n'a pas complètement changé grâce à nous, mais juste se dire qu'en fait, on peut avoir une proximité et qu'on peut réellement se ressaisir des décisions qui vont nous impacter. Ça m'a donné beaucoup de pouvoir et beaucoup d'espoir, et pas mal, et aussi autour de tous les gens qui étaient là, et de voir à quel point l'intelligence collective, elle pouvait fonctionner, et à quel point, ensemble, on pouvait faire des trucs de malade. Moi, ça m'avait vraiment redonné, même intellectuellement, ça m'avait énormément stimulé de comprendre tous les blocages, aussi de voir plein de députés qui venaient, et du coup, on a accéléré, avoir une formation de politique sans le vouloir, où tu vois ceux qui te sortent les mêmes excuses, ceux qui disent mais c'est pas nous, c'est Bercy, ceux qui te disent... et en fait, c'est assez flippant, quoi. J'ai totalement vu ça. C'est assez drôle, c'était assez symptomatique. Donc ça m'a vraiment donné envie, en fait, aussi de me former, parce que je vois bien que plus on apprend, plus on est pertinent. Donc continuer à apprendre, toujours continuer à être curieux et à comprendre le plus de choses, parce que c'est pas du temps perdu. Même si on a envie d'être dans une urgence d'action sur le terrain très concrète, en faisant des ads, en tout ça, et c'est très important de le faire, qu'il y en ait qui le fassent en tout cas. Mais c'est vraiment important de prendre ce temps de réflexion, parce que ça nous permet d'agir et d'être utile au bon endroit, quoi. Et du coup, d'éviter parfois de perdre du temps, paradoxalement. Pour le prendre du temps, ça me permet de perdre du temps. Voilà. Donc, je pense que ça m'a bien inspiré. Moi, cet événement, il m'a à la fois réjoui et à la fois, il m'a fait peur, parce que autant j'étais terriblement heureux de voir autant de gens se mobiliser dans la rue avec toi. On a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup marré, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a des gens de tous bords, de partout, de tous les âges, qui ont d'ailleurs parfois des avis très différents. Et pourtant, quand j'ai discuté avec ces gens qui sont descendus, ces politiques, il m'a semblé aussi qu'il y avait une certaine déconnexion. On n'arrête pas d'employer ce terme à tout va, genre, ils sont déconnectés de la réalité. Je pense pas toujours. Mais là, dans le discours qu'il y avait quelque chose qui m'a semblé presque, qui m'a fait peur, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi vous dites ça? Ça a l'air d'être compliqué. Ça devrait pas être compliqué, et c'est compliqué pour eux. Ils disaient oui, nous quand on veut changer, en fait on peut pas, parce qu'il y a lui qui fait bloc, et puis il y a lui qui fait bloc. Ah d'accord, mais pourquoi c'est aussi compliqué? Et puis la convention citoyenne, elle était super, hein, ouais, mais c'est pas à des gens de nous dire notre métier. Ils ont dit ça, genre c'est pas aux gens comme vous de nous dire quoi faire en politique. En fait actuellement si. Genre, c'est un peu le principe. C'est le problème c'est le truc de la démocratie finalement. Désolée. Et en fait, il devrait pas y avoir d'égo humain. Pour moi, un homme politique, ça doit être l'essence même de l'humilité. C'est je donne ma vie pour le citoyen et pour que ça se passe bien dans la globalité. Et donc que quelqu'un te dise non, tu vas pas me dire quoi faire parce que c'est moi. Ça fait très enfant, quoi. Non, range ton ego, vraiment, on n'est pas dans cette démarche-là.
Actuellement, il faut des réponses claires et concrètes. On t'en donne, peu importe d'où elle vient, peu importe qui te l'a dit. Si c'est une bonne réponse, fais-la. C'est ton métier. Il n'y a pas besoin de regarder d'où ça vient, que ça vienne d'en haut ou d'en bas. T'as eu d'autres histoires, anecdotes, projets, enfin trucs qui t'ont inspiré récemment? Bah là, actuellement, en fait, c'est vraiment... depuis que j'ai commencé à beaucoup travailler, je me suis dit que c'était très important de mettre en place ça pour mon hygiène de vie personnelle et pour véhiculer les bons messages et pour être l'artiste que j'aurais aimé être. Parce que il y avait cette phrase, on n'est pas auteur, on fait semblant de l'être et on le devient un peu comme ça. Et donc c'est un peu, j'essaie d'être l'artiste que j'aimerais être et j'essaie d'être à la hauteur de ce que j'aurais voulu être, quoi. Et donc je participe à de plus en plus d'événements, de rassemblements, et puis c'est un peu grâce à toi. Depuis que je me suis abonné à ton compte aussi, je me tiens au courant des chiffres, des données, des événements, et je les comprends d'autant mieux qu'en fait, ça fait très peur parce qu'on a l'impression que c'est très complexe, c'est très compliqué. Mais une fois que tu mets le doigt dedans, au début, tu comprends pas grand-chose, mais tu vois un peu les directions. Et en fait, au fur et à mesure, ça fait quoi, ça, qui fait quoi, ça. Puis tu vois que cette personne-là, elle revient, et donc tu l'aimes bien. Puis tu te dis, ah, celui-là, je l'aime pas, il dit tout le temps la même chose. Et t'es un peu aspiré par ça, et ça devient pas bouffant, parce que t'as ta vie à mener, et on peut pas tous avoir la chance de mener ça de front, comme tu le fais. Mais on peut se référer à des gens comme toi, du coup, de se dire, ok, je viens en soutien, je suis là pour amener la pierre à l'édifice. Et donc, j'ai participé là récemment à un rassemblement en Belgique où on a parlé du climat ensemble. C'était assez cool. On a beaucoup rigolé. Il y avait plein de gens. Et on s'éloigne de plus en plus de ce cliché de les écolos sont des gens en sarouel qui graillent de l'herbe et du gazon. C'est plus du tout ça. Aujourd'hui, l'écologie, c'est plus du tout un choix de goût. C'est plus un choix de personnalité. Aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est une urgence. Et donc, ça rassemble un tas de gens très différents qui ont des goûts et des couleurs terriblement différentes. Et c'est ça qui est important d'entendre aussi. Ouais, t'as totalement raison. Et surtout, pour finir, c'est peut-être pas exactement lié à la question, mais en même temps, je pense que c'est important d'entendre ça aussi. C'est de se dire que vraiment, faites attention à pas, il y a pas une seule manière de faire, vraiment. Et je le répète à chaque fois, et tant pis, genre vraiment, c'est pas grave si vous dites, mais elle radote. Parce que c'est tellement fondamental qu'il y a même juste une personne qui l'a pas entendu, faut l'écouter. C'est que, les gens qui vont vous dire, qui vont vous décourager en vous disant, mais moi, je sais comment sauver le monde, il y a 10 actions, 10 points clés, et c'est comme ça, et si tu fais autrement, tu sers, t'es à l'envers et tu te trompes et vous immobilisez, c'est forcément pas possible en fait, parce que sinon on l'aurait déjà fait. L'humanité l'aurait déjà fait s'il y avait juste 10 actions pour sauver le monde. En réalité, c'est extrêmement complexe parce que c'est une société entière qu'il s'agit de faire advenir. Donc, ok, c'est un peu démentiel, et en même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une place pour vous dedans, et que c'est pas juste nous rejoindre ou essayer de faire 10% de ce que peut faire. Moi, je me sens aussi utile que un agriculteur qui va très concrètement travailler tous les jours, je veux dire taffer tous les jours dans la terre pour qu'on puisse avoir des légumes et des fruits de qualité qui sont produits localement dans le respect des sols et des rivières, etc. Ok, lui il va nourrir la population, donc il est genre plus que fondamental. Et moi, peut-être que en travaillant autrement dans du lobbying auprès des grands patrons, etc., en essayant de mobiliser, de donner des moyens d'action aux gens, ça participe aussi à ce truc-là. Et en tant qu'artiste, tu participes de ouf à ce truc-là parce que encore une fois, tu donnes envie aux gens de bouffer le monde, et donc du coup, ils ont envie aussi de s'engager pour des trucs un peu plus grands qu'eux-mêmes, et sinon ils l'auraient peut-être pas fait, tu vois, s'ils tombent que sur des chiffres et des trucs un peu tristes. Ils ont besoin d'avoir cette flamme de vie, ce truc un peu... et ça, les artistes sont trop forts pour ça. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'il y a une place pour tout le monde, il faut que vous trouviez ce qui vous fait kiffer. Et en fait, il y a d'abord réaliser ses privilèges, réaliser que pas tout le monde a cette chance aujourd'hui de le faire, et que donc on peut pas en vouloir à ceux qui doivent avoir 3 jobs à côté pour payer leurs études et qui ont pas l'espace mental pour se renseigner sur l'urgence, etc. Mais je pense que les gens qui nous écoutent, faut qu'on réalise une certaine partie de nos privilèges, et donc se dire que on peut pas ne rien faire. Vraiment, je trouve que c'est pour moi, il y a vraiment un aspect de devoir et de responsabilité où on a cette vie. C'est complètement loufoque, un peu absurde et en même temps incroyablement précieux, et on peut pas juste profiter et dire voilà, point, genre quoi. Non, il faut qu'on y donne un sens, il faut qu'on l'honore et se battre. Je trouve que c'est presque assez beau, ce combat, de se dire en mode on comprend pas trop pourquoi on en vit, mais du coup c'est pas quelque chose d'acquis et de dû parce qu'elle est menacée, donc il faut qu'on se batte pour elle. Je trouve qu'il y a un truc un peu joli pour qu'on soit pas les seuls à avoir accès à ça en fait, et que il puisse y avoir des générations après nous, pour qu'il puisse y avoir nos enfants, pour qu'il puisse y avoir des plus précaires qui ont pas eu la chance de naître à l'endroit où nous on est né, et qui puissent eux aussi vivre ce truc assez incroyable. Donc ça a l'air très cliché, mais en vrai, quand on y réfléchit en profondeur, je pense qu'il y a un truc assez sincère là-dedans. Donc voilà, osez vous poser cette question assez démentielle du vide, quoi, et de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça, quel est mon talent, pourquoi est-ce que je me sens
heureux à ma place, doué. Et faites-le au service d'un monde un peu plus beau et ça devrait être cool. Ce qu'il faut, c'est être dans la bonne direction et s'interroger et puis limiter les choses. En fait, si t'arrives un jour dans ta semaine à te dire aujourd'hui je vais manger des fruits de saison qui viennent de pas très loin, si aujourd'hui je vais pas prendre la voiture, je vais prendre le métro. En fait, ce sont par ces petits gestes-là que doucement ça va rentrer dans ton quotidien, ça va te paraître normal et naturel. Et vas-y petit pas par petit pas. C'est très bien. Et en plus, il y a pas, pour compléter ce que tu dis, il y a pas d'ordre d'engagement. Enfin, genre, tu peux commencer en étant, si ton truc c'est la cuisine et ce que t'adores et tout, tu peux commencer en disant, vas-y, j'essaie de me chauffer pour faire des plats végétariens trop stylés. Et si ton truc c'est de faire direct des actions très collectives, tu peux venir en manif, décider de faire du woofing où tu vas vivre un mois dans une ferme. En fait, c'est pas genre, t'as pas à commencer par le zéro déchet, puis machin, puis petit à petit, te rendre compte, enfin, c'est pas grave si t'es pas tout de suite hyper cohérent. Ça t'empêche pas de faire des trucs très collectifs qui vont impacter le monde de manière plus directe. Il y a pas d'étape en fait, il y a pas de diplôme d'activisme. On va pas te demander de passer des tests pour savoir si d'abord tu dois être végé puis ensuite plus truc et seulement après tu peux venir en manif le dimanche et puis seulement après tu peux aller teindre des magasins et faire des obéissances civiles. Non, si ça te fait kiffer et que tu as envie de regarder ce que c'est et de t'inscrire au groupe d'Extinction Rebellion, même si tu pars en vacances à Bali 2 semaines plus tard, fais-le et puis tu vas voir que ça va vite aussi. Tu vas être entouré de gens assez dingues qui vont partager des idéaux qui sont peut-être déjà plus loin dans leur connaissance et dans leur prise de conscience. Et du coup, d'avoir des nouveaux pairs qui sont dans ce combat-là depuis plus longtemps que toi, parce que pour X ou Y raison, ça va te pousser vers le haut de ouf et ça va te faire accélérer ton engagement. Donc voilà, pas voir ça comme des étapes, mais voir ça comme voilà où tu sens que tu pourrais être important et bien. Et ce que tu as envie de faire, que tu as envie de commencer, juste il faut faire le plus dur, c'est le premier pas quoi. C'est vraiment de commencer parce que après tu réalises que c'est pas que renoncer, mais c'est être plus en paix avec toi-même parce que t'es plus en ce qu'on appelle dissonance cognitive. C'est-à-dire que t'as pas tes idées, d'un côté l'urgence, les news à la télé qui te t'assomment et toi qui derrière fais des trucs totalement incohérents. Mais quand les deux se rencontrent, déjà t'es vachement plus en paix et t'es aussi un peu plus heureux. Moi je le donc ressens même égoïstement, faites-le. Je le ressens vraiment moi ça. Ce truc de je suis bien dans mes bottes, je me sens bien avec moi-même et quand je vois un truc dramatique, je me dis ouais mais je suis du côté des gentils, genre je fais tout ce qui est possible pour que ça se passe bien. Et puis c'est pas parfait, ça le sera jamais, mais c'est quelque chose que je ressens très fort. Et puis ça c'est un conseil on se l'était dit tous les deux, mais je vais revenir comme ça. On peut aussi parler de Saint-Exupéry qui a eu cette phrase incroyable sur les bateaux. On en a déjà parlé ensemble. Ah oui, elle est trop bien celle-là. Mais c'est il y a des gens qui donnent des ordres en disant il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ci. En fait, ça sert à rien. Et c'est ce que Camille a compris. C'est ce que je pense avoir compris aussi, c'est-à-dire que si tu veux construire un bateau, ça sert à rien de dire aux gens prenez le bois, prenez la voile, prenez ceci. Non, donne-leur le goût de l'océan. Et c'est en leur donnant le goût de l'océan que les gens, avec peu importe ce qu'ils trouveront, ils vont trouver de quoi faire une barque. Et c'est en ça aussi toi, dans ton cœur, t'as cette compréhension et cet amour de l'humanité et puis de la vie, parce que c'est pas triste, c'est pas dramatique, la situation est dramatique, mais ceux qui portent le combat, ceux qui le mènent et ceux qui s'intéressent à ça, ils sont pas tristes, ils sont réjouissants, parce que c'est un combat réjouissant, c'est pour la vie qu'on se bat. Si t'as ça à l'intérieur de ton cœur, mon pote, tu trouveras quoi faire, même si t'as pas grand chose, même si t'as très peu de temps, même si t'es étudiant et que t'as que 10 balles pour faire ta semaine, genre, ça passe par des toutes petites choses. Et, allume ton cœur, quoi. Et s'il est allumé, sois en lien avec. Arrête de faire la sourde oreille. C'est trop cool que la Fondation Saint-Exupéry s'intéresse et organise ce genre d'événement, et c'est un plaisir de participer. Et puis merci Camille d'être venue discuter avec moi, et j'espère qu'on aura très vite l'occasion de continuer ce genre de discussion autour de terrasses. Et on fera pour la Journée internationale du Petit Prince post-Covid. C'était le podcast du Petit Prince, Dessine-moi le monde de demain. À bientôt pour un prochain épisode.